Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre atelier. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est comment on met en scène l'email marketing au service des établissements culturels et plus particulièrement avec le témoignage de Grand Palais RMN. On va commencer d'ailleurs par les présentations pour que tout le monde voit à qui vous avez affaire. Exactement. Bonjour, je suis Virginie Cizaret, responsable CRM au sein du Grand Palais RMN. Donc je travaille à la direction des publics et de la communication et j'assure le pilotage transverse de nos outils CRM pour les 7 équipes métiers qui utilisent la solution Doolist aujourd'hui. Voilà, et Doolist, alors moi je suis Romain Cotier, je suis consultant commercial dans ce secteur-là, je m'occupe exclusivement du domaine culturel chez Doolist. Alors qui on est rapidement? On est un éditeur bordelais, on propose une plateforme d'email, SMS, marketing et transactionnel et marketing automation avec toutes des services connexes associés d'accompagnement stratégique, opérationnel. C'est souvent pour ça qu'on fait appel à nous, c'est parce qu'il y a vraiment une sorte de knowledge management, une montée en compétences qui permet justement de s'appuyer sur nos équipes. Alors du coup, aujourd'hui, on va vraiment, maintenant qu'on est présenté, on va parler effectivement, alors de quoi on parle? L'email marketing, pour nous, ça va nous permettre d'enrichir le parcours client et surtout d'attirer du public, c'est-à-dire vraiment de faire de l'attractivité sur l'établissement et selon différents piliers que vous avez ici. On va traiter effectivement déjà d'une part comment on va collecter la donnée, hein, c'est important aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on va la chercher, comment on va créer du parcours relationnel, en tout cas qui va à la fois faire de l'attractivité, c'est-à-dire venir ramener en tout cas le visiteur au sein de l'établissement, mais comment on va être un accompagnant autour de son expérience, avant, pendant, après l'événement. Comment on va personnaliser la démarche aussi, parce que l'idée c'est toujours d'être dans la personnalisation de n'importe quelle information. Hein. Une information personnalisée est une information beaucoup plus et mieux reçue par une personne qui la lit. Et surtout, notre métier qui est important, c'est comment on va faire en sorte que ce message arrive en boîte de réception. Hein. Ça reste effectivement un des fondamentaux de notre métier, c'est la délivrabilité. Exactement. Le nerf de la guerre. Grand Palais RMN, rapidement, pour ceux qui ne connaisseraient pas l'établissement, le Grand Palais RMN est né de la fusion de la Réunion des musées nationaux créée en 1895 et du bâtiment Grand Palais, qui a été fermé pour travaux pendant 5 ans, qui va rouvrir, qui a commencé à rouvrir pour les JO. Vous avez peut-être pu profiter de l'exposition Chiauta qui a fermé il n'y a pas très longtemps. Et on va rouvrir le bâtiment en son entier pour le premier week-end de juin. Effectivement, Virginie m'a demandé de le spécifier. Effectivement, Grand Palais RMN est un peu le dernier arrivé des clients qu'on suit dans la culture. Voilà. Voilà, je le précise. C'est vrai que c'est pas le... Voilà. Donc, effectivement, on a changé de solution d'email marketing pour choisir Doolist. Et on l'a changé parce que, pour 2 points principaux, on était en renouvellement de marché. Et les besoins qui se profilaient ne permettaient pas de continuer à travailler avec la solution que l'on avait. Donc on a cherché une solution qui permette de répondre à notre besoin. Notre besoin était d'avoir au moins 2 adresses IP différentes pour pouvoir émettre nos messages sur la partie commerce et sur la partie culture. Pour éviter ce qui nous était arrivé avec notre ancienne solution, que quand on a un incident d'envoi, ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi, le message ne passe pas, le fournisseur d'accès nous rejette, et à ce moment-là, vous êtes bloqué pour tous vos autres envois. Là, l'idée, c'était de pouvoir différencier les 2 univers. Un univers plus commercial avec une grosse volumétrie d'envoi, une fréquence d'envoi régulière sur de petites périodes, et une partie plus culturelle, autour des expositions et des événements, avec une volumétrie d'envoi moins régulière et des envois moins fréquents. Et ça, les FAI, ils n'aiment pas ça. Les FAI préfèrent la régularité, surtout pas d'incident d'envoi. Et en faisant comme ça, on a essayé de se prémunir de nos petits soucis. Au niveau des données, on a des données d'inscription newsletter, toutes simples, et également des données de transactions sur la partie billetterie et sur la partie articles, puisque nous avons un site e-commerce qui propose les livres, les moulages, les calcographies, les bijoux, les cadeaux, que vous pouvez trouver soit dans nos librairies boutiques au sein de nos musées partenaires, soit sur notre site e-commerce.
Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le choix qu'on en a fait? On est très content. Voilà. Après, c'est vrai que le projet a démarré en juin réellement, le temps de toute la passation, contractualisation, je vous épargne les détails. Et on en parlera certainement un petit peu plus après, mais c'est vrai que le choix de partenaires Doolist, on s'en satisfait vraiment au long terme parce qu'on a eu un vrai accompagnement sur ce que l'on avait prévu au départ et finalement ce que l'on a fini par mettre en place, la façon dont on a travaillé, puisqu'on a rencontré, comme tout projet informatique, des petits accidents de parcours. Merci Virginie. Alors, à cette réponse-là, nous, on va avoir une méthodologie qui est assez binaire. On va, et je me décale un peu, on va être sur une compétence qui va être dite MarTech, hein, donc technico-marketing. D'une part, déjà, c'est d'avoir un premier pilier lié à la data. Hein, donc, on va analyser la donnée effectivement disponible. Données dites utiles, je reviendrai sur le terme utile parce que c'est hyper important aujourd'hui de faire la distinction. De savoir comment on va venir intégrer et réconcilier ces données. Et enfin, de collecter des nouveaux contacts, parce que l'idée, c'est toujours de pouvoir faire en sorte que ces données continuent à se rafraîchir et de toujours s'adresser aux nouvelles personnes qui souhaitent de l'information. Le deuxième grand volet, c'est l'aspect beaucoup plus marketing. Hein. Du coup, là, c'est donc une vision très digitale qui va nous permettre de déployer à la fois des programmes relationnels. Alors, notre plateforme ne va pas faire que de l'automatisation. On va faire parfois, effectivement, des envois newsletters. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle des envois unitaires. Mais derrière, effectivement, l'idée, c'est vraiment d'automatiser un maximum les flux. Pour des questions de ressources, pour des questions de pertinence, pour des questions de sécurité également. L'idée, c'est vraiment de se dire 90% des flux, c'est-à-dire le welcome pack, le mail d'anniversaire, etc. Tout ça, on peut les automatiser, il faut absolument le faire parce que ça enrichit en tout cas l'expérience du client autour de l'établissement. Et derrière, c'est un métier que nous, on fait en back-office, c'est l'optimisation. C'est de se dire comment ce message que j'envoie, Virginie l'a bien expliqué tout à l'heure, les volumétries sont essentiel, parce qu'envoyer aujourd'hui 1 million d'emails, il faut y arriver, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que ces emails arrivent en boîte de réception. Donc il faut effectivement avoir toute une méthode de montée en charge qu'on va évoquer tout à l'heure, qui va effectivement être très minutieuse et qui va surtout être en fonction de ce que les boîtes de réception nous imposent. Voilà. Donc voilà la grande méthode. Donc finalement, on va balayer chacun de ces points. Alors ça, c'est le laser, ça, c'est le retour. Chacun de ces points, on va les détailler précisément pour que ce soit un petit peu plus clair. Et on va commencer effectivement par identifier les données utiles. Alors avant que Virginie explique où étaient les données utiles au niveau de Grand Palais RMN, c'était savoir qu'est-ce qu'une donnée utile. Hein. Doolist, on est assez sensible à la responsabilité numérique. L'idée, c'est de ne pas stocker de la donnée pour stocker de la donnée. Aujourd'hui, la donnée, elle est stockée et consolidée dans un CRM. Je laisserai Virginie, effectivement, peut-être étayer ce point-là. Nous, on va récupérer l'information que liée à des fins marketing, c'est-à-dire une information qui va nous permettre de segmenter et une information qui va nous permettre de personnaliser. Les autres informations, on n'en a strictement pas besoin, en fait, parce que ce n'est pas ça qui va nous permettre de faire les campagnes d'email marketing. Donc, du coup, ces données, elles étaient dans différentes dimensions que Virginie va effectivement détailler. Exactement. Pour rebondir sur ce que tu disais, Romain, sur la partie données utiles, ça a été un des sujets de discussion qu'on a eu en interne par rapport à ce changement de solution. C'est-à-dire qu'auparavant, la solution que l'on avait était en synchronisation quasi native avec notre base CRM, donc notre base de données qui est sous Dynamics. Et on utilisait la solution Eloqua, il n'y a rien à cacher. Et les données... toutes les données au niveau d'Eloqua qu'on avait dans Dynamics pouvaient être interrogées dans Eloqua pour faire nos campagnes. Simplement, tout n'est pas utilisé et tout n'est pas utilisable. Ce qui fait que quand on s'est posé sur comment on va construire notre base de données dans Doolist, comment est-ce qu'on va alimenter cette base, puisqu'il fallait qu'on construise une interface, on en parlera après, c'était de se dire, les données dont on a besoin, c'est quoi ? C'est une adresse email, un nom, un prénom éventuellement, quand ça se nécessite. C'est surtout sur la partie programme de fidélité pour notre site e-commerce. Des données d'achat, puisqu'on va exploiter le cycle de vie du visiteur sur sa partie, à quel moment, pour lui envoyer des informations avant sa visite, pendant sa visite et après sa visite.
Et ensuite, l'importance de bien collecter de la donnée au niveau des inscriptions à nos différentes newsletters. On en gère 9 newsletters différentes, 9 templates différents, 9 adresses expéditrices différentes, et on a 2 noms de domaines principaux et 2 sous-domaines supplémentaires. Donc c'était vraiment comment on construit toutes ces interactions vis-à-vis de nos interlocuteurs, nos clients, nos prospects, puisque quelqu'un qui s'abonne à une newsletter mais qui n'a pas encore fait de démarche d'achat, c'est un prospect. Comment est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lui parle de la même façon ou pas? Voilà. On a la possibilité aussi, avec la solution Doolist, en plus de faire des formulaires de collecte, de pouvoir gérer des événements. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore activé parce qu'on a eu un petit peu de retard, et ça fait partie des solutions que l'on va mettre en place pour nos acteurs B2B, et en particulier pour la médiation, qui organise régulièrement des réunions d'information pour présenter les actions de médiation qui vont être proposées par le Grand Palais RMN. Et ce sera plus facile pour elle de gérer ces informations avec ce que propose Doolist. Et du coup, une fois qu'on les avait identifiés, il fallait bien évidemment les connecter. Et c'était l'étape suivante, et ça a été l'étape qui est d'ailleurs en cours encore. Oui. Soyons honnêtes sur le sujet. En fait, l'idée, c'était vraiment de faire en sorte que dans Campaign, qui bénéficie d'une... Campaign est notre plateforme, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais qui bénéficie d'une structure de table, de base multitable. Pour ne pas rentrer dans les techniques, c'est qu'on peut avoir une historisation des données, c'est-à-dire qu'on peut savoir qu'une personne est venue plusieurs fois, qu'est-ce qu'elle a vu comme univers, etc. Donc ça permet d'ouvrir des possibilités de segmentation. Il fallait bien qu'on travaille sur un pont personnalisé, parce que le projet étant singulier, il fallait bien effectivement que la réponse soit singulière également, avec ce qu'on appelle un ETL. Alors peut-être que ça ne parle pas à tout le monde, mais un ETL, ça veut dire Extract, Transform and Load. C'est-à-dire on extrait la donnée de la base de la référence, on la transforme, c'est-à-dire qu'on la met, on fait des biscuits, comme on dit, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte qu'elle rentre dans les modèles de données qu'on accepte. Bien évidemment, des fois, une donnée nous permet d'en définir une autre, donc on fait en sorte de la traduire, et on la charge. Comme ça, au moins, c'est une manière automatisée de faire en sorte que 2 référentiels qui ne sont pas forcément structurés dans le même format puissent communiquer. Voilà. Et derrière, effectivement, l'idée, c'était d'exploiter l'ensemble de ces données-là à des fins marketing. Alors, les grands items, peut-être que tu pourras en dire 2 mots, mais il y a des newsletters, de l'animation du cycle visiteur, mais ça, c'est ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure. C'est vraiment tout ce qui gère. Une fois qu'on a la base de données dans l'outil, j'ai envie de dire qu'on a plus forcément besoin de l'IT. Je rigole, on a toujours besoin de l'IT, mais en tout cas, on peut se concentrer sur le métier, parce que c'était bien là l'enjeu, c'était de faire en sorte de donner la main au métier et de faire en sorte qu'ils aient la possibilité de faire leur propre communication sans demander tout le temps de faire un chargement de fichiers, etc. Mais je vois qu'il y a beaucoup de gens qui hochent la tête, ça veut dire que c'est votre quotidien, et je le conçois. Voilà. Le petit plus par rapport à ce que tu disais sur les données qu'on a pu mapper donc entre ce qu'on a dans Dynamics et ce qu'on va trouver aujourd'hui dans Campaign, c'est que la plateforme Campaign permet aussi de gérer des intérêts. Et ces intérêts, ce sont des petits plus qu'on va utiliser vraiment uniquement sur la partie marketing pour mieux cerner l'accueil d'une communication auprès de nos abonnés. Je prends l'exemple du musée du Luxembourg. On est en délégation de service public avec le Sénat pour la gestion du musée du Luxembourg. Et par exemple, pour l'exposition qui a ouvert Tous Légers, on a décidé de suivre tous les envois que l'on va faire pour mettre en avant l'exposition, les conférences, les ateliers qui vont être organisés tout au long de l'exposition pour suivre nos 3 publics, mais qu'on ne peut pas tracer aujourd'hui dans Dynamics. Ces 3 publics, c'est ceux qui se sont abonnés à la newsletter par le formulaire qui est sur le site internet, ceux qui utilisent le photobooth à l'intérieur de l'exposition et qui laissent leur adresse email, et ceux qui vont acheter un billet d'exposition. Ces 3 publics-là, on les a tagués, ils ont un petit intérêt. Et quand on envoie une newsletter, on regarde quelle population réagit le mieux. Est-ce qu'un simple abonné qui n'a pas encore
contractualiser avec le musée, est-ce qu'il réagit plus ou moins que quelqu'un qui est déjà dans une démarche de rencontre avec le musée. Ça, c'est un petit plus qu'apporte la solution et qu'on n'avait pas avec l'autre, et on est très content de pouvoir l'exploiter ça. Je rajoute aussi une question d'abonnement fin, parce que ça peut être aussi l'autre manière, je ne sais pas si tu en as parlé. Non, 9 newsletters, voilà, c'est ça. Voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, une personne donne son consentement, mais il ne faut pas tout envoyer à tout le monde. L'idée, c'est vraiment d'avoir des abonnements dédiés à un axe de communication, ce qui fait que la personne reçoit l'information qui l'attend. Ça permet pour vous, d'une part, d'être toujours dans cette relation conversationnelle avec le contact, mais surtout de maîtriser votre pression marketing, parce qu'on peut effectivement se dire qu'avec 9 sous-domaines, etc., l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la personne peut recevoir à peu près tout. Alors, donc l'idée, tout le monde n'est pas abonné à tout, on adorerait, voilà, mais en même temps on serait bien embêté parce que parfois on a la nécessité pour relayer un événement ou une ouverture d'exposition, tout le monde, enfin chaque équipe métier a son intérêt de communiquer auprès de ses contacts. Et dans ces cas-là, c'est de s'assurer, donc on gère un plan d'envoi mutualisé où on se rencontre tous les 2 à 3 mois pour actualiser ce programme d'envoi, pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit et que si jamais il y a conflit, eh bien, on va décider qui va envoyer en premier selon les intérêts les plus prégnants. Et ce qui fait que c'est cette équipe d'utilisateurs, on est 15, une petite quinzaine, à utiliser la solution. On arrive à développer un bon sens pour travailler ensemble et éviter qu'effectivement vous receviez le même jour, ou du moins dans les 2-3 jours, 3 communications qui vont parler du même sujet, pas de la même façon, mais qui vont parler du même sujet. Et qui peut diluer l'information. Exactement. C'est un peu ce qu'on évite. Et du coup, le troisième point, sur cette, si vous avez suivi la présentation, sur cet axe data, c'est de pouvoir aller chercher des nouvelles personnes qu'on ne connaît pas encore et qui souhaiteraient recevoir l'information. Donc nous, on développe effectivement, alors la plateforme nous permet de développer en toute autonomie des formulaires responsives, etc., qui peuvent être intégrés en iframe sur vos sites web. On a aussi une agence de studio de production qui permet de faire du custom, c'est-à-dire vraiment du sur-mesure. C'est un exemple que vous avez là. Alors, c'est un exemple assez épuré, et en même temps, le more and less, c'est quand même la démarche des établissements culturels depuis toujours. Donc, on reste un peu dans cet univers graphique. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'aller vers des choses accessibles. Aujourd'hui, il est important de rendre le site internet accessible. Il est important de faire en sorte que les emails le soient également. C'est-à-dire que toute personne qui souffre de déficience visuelle, de cécité totale jusqu'à cécité totale, puisse prendre connaissance du message. Donc, tous ces aspects d'accessibilité sont intégrés en tout cas dans nos réflexions, donc sur les normes RG2A bien évidemment. Alors ça a des limites, oui. Ça a certaines limites, parce que plus on va vers l'accessibilité, plus on s'éloigne peut-être d'autres problématiques ou d'autres, et tu vas peut-être en dire 2 mots, ou pas. Ou pas. Si, c'est vrai que là on est en refonte de notre site, du site Grand Palais. Donc la nouvelle version va être en ligne début avril, et on a posé donc des formulaires. Ces formulaires, ils sont en iframe, et dans certains cas on s'est rendu compte que l'agence qui était en charge du développement du site tournait un peu le nez, parce qu'il y avait peut-être une petite dégradation de la note, et à un moment il faut effectivement se choisir, se dire ok, jusqu'où on met le compromis pour arriver à collecter correctement pour tout le monde dans cette démarche d'accessibilité numérique, mais également à la culture pour tous. C'est ça. En fait, il y a 2 axes. On est à 100% sur l'accessibilité, donc sur les normes RG2A. Par contre, on est à 91% de performance site web. Bon, ce qui est quand même une note relativement intéressante, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de se dire quelle est notre priorité. Et voilà. Et on peut pas. Et on voulait avoir cette transparence de dire qu'on peut pas chasser tous les lièvres à la fois, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une idée réelle de ce qu'on souhaite faire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus ? Oui, quand je parlais de cécité totale, je parlais d'autoliseur. C'est-à-dire que nos codes sont faits en sorte pour être lus et intelligibles, en tout cas écoutables, par ceux qui ne peuvent pas voir. Donc ça, c'est hyper intéressant de le spécifier. Alors, maintenant, on passe sur le deuxième grand item, qui est la mise en place de programmes relationnels. Alors, quelle est la méthodologie ? Quand on commence à travailler avec un client, l'idée, c'est de se poser. Alors déjà, soit il y a des programmes relationnels qui sont déjà en place,
Je vois que tout le monde prend des photos, c'est top. On va faire le plus beau sourire. En fait, l'idée, c'est de se dire, soit il y a des programmes relationnels qui existaient déjà et on s'en inspire parce que on veut pas effectivement balayer tout ce que notre client était et son identité de communication, etc. Par contre, nous, on a cette démarche de se dire que, surtout dans le monde de la culture et dans le monde du tourisme d'une manière générale, on va être sur un cycle de vie sinusoïdal. C'est-à-dire qu'une personne va partir en vacances ou venir dans un établissement. La personne va repartir et on peut considérer effectivement que cette personne redevient dans une phase de reconquête, redevient un peu prospect. Bon, je caricature, hein, mais fondamentalement c'est pas le cas parce qu'il y a un attachement mécanique qui se crée sur une destination ou sur un établissement. Mais l'idée c'est qu'en fait sur cet axe-là, nous on va commencer à mettre ce qu'on appelle des points de contact. Des points de contact qui sont importants pour vous, c'est-à-dire de savoir comment on va effectivement communiquer avec la personne, sur quel intervalle de temps, avec quel message et surtout avec quels médias. Parce qu'on peut avoir de l'email, on peut avoir du SMS, etc. Donc c'est important effectivement de pouvoir déjà cartographier l'ensemble des points de contact. Et nous, ce qu'on commence à faire, c'est qu'on fait les points les plus intéressants. On parle souvent d'un welcome pack, parce que c'est important d'accueillir les gens. Un welcome pack qui peut être fait en 1, 2, 3 messages, par exemple. 1, 2, 3 messages, pardon, j'ai un problème de genre là. Et après, on va mettre des points. Et en fait, il faut être lucide sur le fait qu'on ne peut pas tout lancer d'un coup. Hein, l'idée, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Parfois, un point, renouvellement de la carte de fidélité. Ça peut être plusieurs segments, plusieurs messages, plusieurs points de contact. L'idée, pour l'instant, c'est simplement de cartographier ce qu'on souhaite faire. Et après, chaque point, on va effectivement l'amener dans le temps en développant l'item. C'est-à-dire, effectivement, enquête de satisfaction post-venue, par exemple, et ben on va faire un scénario qui va dire merci de répondre à l'enquête. Si la personne n'a pas ouvert, on va l'embarquer dans un embranchement marketing, donc qui finalement n'est pas matérialisé par cette courbe-là, mais qui va être plutôt sur la profondeur, en disant merci d'avoir répondu à l'enquête, et on va faire un timing à J+10 en disant qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours. Donc on va réouvrir le dialogue, d'accord. Si la personne n'a pas ouvert, pourquoi pas lui proposer l'enquête à travers un SMS, un lien cliquable d'un SMS. Peut-être qu'il a une propension à ouvrir plus les SMS que les emails. Et si la personne a ouvert mais qu'elle n'a pas répondu, on peut par exemple lui dire écoutez, ce serait sympa pour que nous on évolue aussi et proposer toujours une expérience client la meilleure qu'il soit, de répondre à cette enquête, et on a cet embranchement qui va une fois de plus aller jusqu'à qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours. Donc quel que soit en fait le comportement de la personne, cette personne est embarquée dans un embranchement de scénario qui va lui permettre d'arriver sur des portes de sortie qui sont quasiment les mêmes. Une porte de sortie qui est peut-être une nouvelle porte d'entrée sur un nouveau bullet point que vous avez sur le schéma. Voilà à peu près comment on fonctionne, ce qui permet finalement d'avoir avec un CSM, d'ailleurs Alice qui est là et CSM chez nous et qui accompagne les clients, permet finalement d'avoir des points de contact, des coproges et des copiles avec nos clients, en disant là on va s'attaquer à ce sujet-là et on va faire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sur le sujet pour que cette automatisation soit faite. Tu veux rajouter quelque chose sur le sujet ? Non, c'était juste de dire qu'effectivement ce schéma, vous voyez, il est très riche parce qu'il pose vraiment le b.a.-ba du schéma qu'on peut avoir, le parcours relationnel qu'on peut avoir avec un contact. Tous ces bullet points ne se retrouvent pas dans nos activités côté Groupe Palais RMN, mais l'avantage de pouvoir discuter avec un chef de projet côté partenaire qui connaît et a intégré toute cette partie-là, nous fait gagner énormément de temps et peut nous challenger aussi dans notre propre démarche de réflexion. Donc ça, pour nous, ça faisait partie des plus du choix de la solution. On reparlera un petit peu de toute cette partie sur la relance sur les inactifs qui s'est avéré être un sujet pour nous quand on a commencé à monter en réputation auprès des FAI. Tout à fait. Oui, alors, il y a 3 triggers. On parle de triggers dans le métier, c'est-à-dire d'envoi automatisé. 3 essentiels à mettre en place. Le mail d'anniversaire, parce que c'est toujours sympa de se faire fêter son anniversaire. Et ça a la pertinence d'ouvrir, de cliquer. Donc ça augmente la réputation d'expéditeur. On va revenir après sur ces sujets ô combien techniques. Le mail de Welcome Pack qui accompagne, je l'ai évoqué, et la gestion des inactifs qui est hyper important d'un point de vue RGPD. Aujourd'hui, la loi nous impose de mettre au rebut toute personne qui n'aurait pas fait de signal sur les 3 dernières années. Très honnêtement, marketing 3 ans, c'est une éternité. Une personne qui n'a pas fait de signal depuis 3 ans, je pense que ça fait très longtemps que vous ne la ciblez plus. Mais bon, c'est important en tout cas de l'amener vers une porte de sortie. Et en fonction de la structure et de la complexité de la base de données,
Ça peut être effectivement un travail délicat. Et le dernier item, bien évidemment, c'est la stratégie de contenu. Je vais laisser la Virginie parce que c'est plutôt son domaine d'intervention. C'est effectivement tout un petit florilège de ce que font nos équipes métiers pour présenter et annoncer une exposition. Donc là, c'est une approche et il y a une autre approche possible. Bien évidemment, on annonce le programme. Donc là, on a une newsletter qui s'appelle le MAC du Grand Palais et qui va tourner, qui va présenter tout ce qui se passe au sein du Grand Palais, toutes les actualités, tous les événements. Donc là, cette newsletter, c'était celle de janvier qui mettait en avant... ça y est, 2025 approche, on va rouvrir, vous allez pouvoir à nouveau découvrir le bâtiment. Ensuite, on va informer sur l'ouverture d'une exposition. Dans un premier temps, l'ouverture de la billetterie et ensuite l'ouverture au public de l'exposition. Donc là, c'était la newsletter qui est envoyée aux porteurs du pass Grand Palais, qui est notre pass d'abonnement aux expositions, donc avec l'exposition Chiarucciota, qui a accueilli 300 000 personnes. On est super contents. Ensuite, on a toute notre activité d'édition autour des expositions, avec une présentation donc, là, des catalogues, donc la newsletter de notre maison d'édition, qui a une parution entre 3 à 4 fois par an et qui vient présenter les catalogues. Et son approche est de présenter les catalogues avec des entretiens, soit avec l'auteur, soit avec un commissaire d'exposition. Donc c'est quelque chose de vraiment vivant, comme un échange que vous pourriez avoir avec un libraire en librairie boutique. Notre newsletter du site Histoire par l'image, qui là mettait en avant une thématique autour de l'exposition L'art dégénéré au musée Picasso et le pendant avec le catalogue de l'exposition, et ensuite la prolongation de l'expérience en partie librairie boutique, comme après, une fois que vous avez fini de visiter l'exposition, ou bien sur notre site e-commerce avec la mise en avant de partenariats que l'on peut faire avec les musées qui travaillent avec nous, pour lesquels on fait des éditions spécifiques par rapport à leurs demandes sur leurs expositions temporaires ou permanentes. L'autre possibilité, c'est on continue sur cette partie, j'annonce le programme, j'informe sur l'ouverture d'une exposition, j'envoie un email pré-visite, les informations pratiques pour bien préparer votre visite. J'en informe sur une conférence, sur un atelier, et ensuite on envoie l'email post-visite. Ce sera bientôt en automatique. Pour l'instant, on voit là, par rapport au retard qu'on a un petit peu pris, mais c'est le principe, dès que on reçoit l'information qu'un billet a été composté par notre système de billetterie, ça vient rentrer dans notre CRM, ça vient alimenter la base campagne et l'automation part systématiquement. C'est vraiment le statut du billet qui va déclencher l'email post-visite. Cet email post-visite contient le lien du questionnaire qui nous permet d'alimenter notre observatoire des publics. Ce qu'on a constaté, c'est que c'était les visiteurs très contents ou les visiteurs très mécontents qui avaient tendance à renseigner. Pourquoi ? Parce qu'on leur donne la possibilité de prendre la parole. Quand ils sont très contents, ils s'expriment. C'est ce qu'on fait aussi généralement. Quand on est très content, on le dit. Quand on n'est pas content du tout, on le dit aussi. Ça vient alimenter des verbatims sur lesquels on s'appuie pour pouvoir ensuite mieux travailler l'expérience du visiteur pour une prochaine exposition. Et surtout, ça fait le pendant avec les enquêtes in situ que l'on peut faire, où là, c'est un enquêteur de terrain qui administre le questionnaire, il a la personne en face, et ça permet un petit peu de pondérer. L'avantage de faire cette partie en ligne, c'est que le questionnaire est traité automatiquement par notre outil d'enquête en ligne, et donc on peut, si jamais on constate qu'il y a un vrai souci au niveau de l'exposition par rapport à l'expérience du visiteur, réagir très vite et améliorer le confort de visite. Donc c'est vraiment un plus pour nous. Donc cet email post-visite, c'est vraiment une partie très importante sur la partie parcours pour nous. Et puis c'est l'occasion d'une prise de parole pour le public, c'est toujours bien. Et comme tu dis, ça met du temps parfois à se mettre en place, parce qu'il faut spécifier, parce qu'il faut bien... Enfin voilà, comme c'est automatisé, il faut quand même comprendre
qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on automatise un flux, un message, c'est un message qui va être analysé tout le temps, à chaque fois qu'il est envoyé. Donc il faut effectivement, il y a plein de propriétés techniques, marketing, de bonnes pratiques liées à l'email. Qu'est-ce qu'une campagne d'email marketing réussie en 2025, si ce n'était pas le cas en 2024, si ce n'était pas le cas en 2023. Bref, l'idée c'est d'être toujours à jour. Et d'ailleurs, ça fait une bonne transition. Je m'auto-transitionne, j'adore. Oui. Oui. Alors, sur une des expériences qu'on a rencontrées, c'était pour une exposition au Grand Palais Immersif, où le public, là, exactement, où il y avait un souci, les gens ils n'avaient pas assez de sièges pour pouvoir s'asseoir, pour profiter pleinement de l'expérience. Et en 3 semaines, on a pu installer de nouveaux sièges et du coup, la note de satisfaction a remonté. C'est vraiment à ce niveau-là. C'est pas au niveau de l'exposition, l'accrochage il est fait, la muséo elle est faite, on ne va certainement pas y toucher, mais c'est vraiment plus comment le confort de visite. Pardon ? Non, si ça doit être, si c'est ça, c'est des selles sur le street art. Exactement, c'était sur le DING, tout à fait. Alors du coup, l'idée c'est de se dire comment ça s'est construit, hein, bien évidemment, parce que là on a des exemples. Campaign intègre ce qu'on appelle un email builder, hein, c'est un outil drag and drop qui permet de créer du contenu et qui a plusieurs fonctionnalités, et on en a parlé, hein, c'est-à-dire la personnalisation, c'est essentiel. L'idée c'est vraiment d'aller très loin dans la personnalisation. La personnalisation se fait sur les données dites utiles, comme on l'a évoqué en début, si vous avez suivi. Attention, il y a un quiz à la fin. L'idée c'est vraiment de se dire, est-ce que je vais avoir effectivement la possibilité d'auto-personnaliser mes blocs de mon message en fonction d'éléments que j'ai dans ma base de données. C'est ce qu'on appelle l'hyper-personnalisation ou la personnalisation conditionnelle. Vous connaissez les deux termes. Mais l'idée, c'est de faire en sorte, comme vous voyez, alors c'est bien, on a un GIF, c'est top. L'idée, c'est vraiment de se dire, je vais avoir une occurrence de contenu qui va changer en fonction de l'appétence du contact. Si un contact a une appétence liée à un univers précis d'exposition ou d'événement, on peut effectivement pousser dans un message newsletter ce qui va l'intéresser, ce qui va créer beaucoup plus de propension de réaction, hein, c'est-à-dire sur l'ouverture, le clic, etc. Ça fera le lien sur le dernier sujet qu'on va aborder juste après. Mais l'idée, c'est vraiment, plus vous allez interactiver et rendre personnel le message, plus ce message va être cliqué, ouvert, etc. Et ce qui permet finalement d'avoir on appelle ça des funnels, hein, des tunnels de conversion. Je sais qu'effectivement, l'idée, c'est quand même de faire du ROI, hein, par rapport à tout ça. L'idée, c'est de faire en sorte que le retour sur investissement d'une campagne email soit le plus grand possible, hein, bien évidemment. Plus effectivement le message sera personnalisé, plus le retour sur investissement sera mécaniquement plus grand. Donc, personnalisez vos messages. En tout cas, s'il y a un truc à retenir en sortant, personnalisez vos messages. Et donc, du coup, d'un point de vue technique, tu veux peut-être rajouter, non ? Là-dessus ? Cette partie-là, non. Non. L'idée, c'est de comprendre. On voulait finir sur un sujet barbare, comme ça, après, vous pouvez aller manger tranquille. L'idée, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité des emails. La délivrabilité des emails, il faut savoir, pour vous donner 2 mots là-dessus, c'est 30% de marketing, de technique. Ça, c'est nous, ça nous incombe. Hein, c'est ce qu'on fait. On a une équipe qui monitore ça en interne. Et c'est 70% de bonnes pratiques marketing. Oui, malheureusement, c'est vous qui en êtes les principaux orchestrateurs et orchestratrices. Et ça, c'est difficile à dire. Donc l'idée, c'est vraiment, on va avoir cette sphère qui est assez intéressante, qui va en fait avoir tous les éléments qui vont conditionner cette délivrabilité. Alors Virginie l'évoquait tout à l'heure, le volume d'envoi peut l'être. Hein, au début, quand on va commencer sur une IP dite blanche, parce qu'on travaille sur une IP blanche quand on commence avec un client, il faut faire ce qu'on appelle un plan de chauffe, un rump-up, si vous connaissez le terme. On va en parler juste après. Mais l'idée, c'est effectivement qu'on ne va pas pouvoir envoyer 100 000 emails d'un coup dès le premier envoi. Il va falloir effectivement, parce que les boîtes de réception... tu voudrais rajouter quelque chose ? Les boîtes de réception, effectivement, ne vous connaissent pas quand vous commencez à travailler avec une épée blanche. Et donc, l'idée, c'est de se dire, comment je vais faire ? Est-ce que je vais segmenter ? Est-ce que je vais me préconiser, me préempter de tout ce que j'avais, moi, en données comportementales sur mon ancien prestataire, sur les réactifs, hein, ce qu'on appelle ceux qui ouvrent, qui cliquent, etc. On va vraiment redonancer ça, on va morceler ça avec notre équipe délivrabilité de la manière la plus chirurgicale possible pour faire ce qu'on appelle des petits paquets. C'est ça. Voilà.
tu veux, on peut passer à la slide suivante. Oui, je voulais juste, par rapport à cette slide-là, il y a d'autres effectivement éléments, dont la taille et poids des images. Ça, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, on est tous à vouloir calculer notre empreinte carbone, et on sait très bien que le digital, c'est essentiel. Enfin, c'est un poids fondamental dans ça. Donc l'idée, c'est aussi de vous donner une visibilité sur la taille du code, la taille des images que vous envoyez. Et on a un petit Nutri-Score sympathique qui a une note de A à E, et qui fait que si vous êtes à E, c'est que vos images sont trop lourdes. Et donc ça permet en tout cas de régler ce genre de petits détails. Mais effectivement, la phase de ramp-up, si tu veux en parler, parce qu'il a été extraordinairement long. Oui, alors il a été long pour 2 raisons. On a donc, comme vous le disiez, on a fait deux adresses IP, une adresse IP pour nos envois plus commerciaux, une adresse IP pour nos envois dits culturels. Et le travail que l'on a fait pour préparer cette montée en réputation, c'est de prendre chacun de nos 9 newsletters, 9 abonnements à nos newsletters, et de catégoriser les abonnés selon leur profil de réaction par rapport aux envois qui étaient faits dans l'ancienne solution. Donc ceux qui avaient réagi dans les 3 mois, ceux dans les 3 derniers mois, ceux qui avaient réagi dans les 12 derniers mois, ceux qui n'avaient pas réagi dans les 12 derniers mois, et ceux qu'on n'avait pas contactés, parce qu'on peut parfois ne pas contacter tout le monde sur une année. Donc imaginez, ça fait 4 segments, 9 newsletters. Ça fait beaucoup de fichiers à charger, Alice s'en souvient. Et le point plus de ça, c'est que ça nous a permis de réellement mesurer comment s'était faite notre montée en réputation. C'est-à-dire qu'on a réellement pu constater que les cliqueurs, ils cliquaient, et que les ouvreurs, ils ouvraient, et qu'ils cliquaient moins que les cliqueurs. Il y avait vraiment ce comportement qu'on analysait derrière. On a commencé par 2000 envois par jour, la première semaine. Ensuite, on est monté à 4000. Ensuite, on est monté à 6, à 12, à 20, à 25. Et aujourd'hui, pour la partie commerce, on est à 75 000. Et sur la partie culture, on est entre 30 et 45 000. On a à peu près 700 000 contacts dans notre base au global. Donc, on a commencé en octobre. Et là, on est en mars, et on commence à pouvoir réellement exploiter nos envois comme on le souhaitait. Avec de temps en temps des trucs bizarres, c'est-à-dire que on a un envoi qui est rejeté par un fournisseur d'accès. Pourquoi ? On ne sait pas, on n'arrive pas à trouver. Au niveau de la note, a priori, tout est bon. On a bien ciblé ce qu'il fallait. Mais voilà, il a reçu trop de messages cette fois-là, on ne sait pas. Et dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que les envois qui suivent, surtout quand on est au niveau de notre programme d'envoi, on a plusieurs envois qui se suivent. Le choix est de se dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut attendre que le fournisseur d'accès digère, nous oublie un petit peu, et puis veuille bien nous accueillir à nouveau en boîte de réception ? Ou bien on se dit non, il faut vraiment que le message passe, mais à ce moment-là, on va exclure les adresses email de ce fournisseur d'accès. Alors quand, en termes de structure de base, on a un certain fournisseur d'accès qui représente 30% de notre base de contact, voilà, mais tant pis, on prévient, on sait, on dit, et au moins on se ménage pour le futur. Donc vraiment ce travail qu'on a mené avec l'équipe, avec Alice et puis avec Mathieu, leur expert des livrabilités, ça a été vraiment un boulot de malade, mais ça nous permet aujourd'hui de pouvoir mieux mesurer tout ça. Ce qu'on a fait également, c'est des opérations de réactivation de nos contacts qui n'avaient pas réagi. Et là, c'est pareil, en excluant d'office des fournisseurs d'accès qui avaient tendance à nous rejeter. Et petit à petit, par petite volumétrie, en gros, on communique, c'est quoi ? C'est 15% de contacts que l'on n'a pour l'instant pas encore adressés par rapport au volume d'envoi qui sont habitués à recueillir nos messages. Et puis parfois, on ne sait pas pourquoi, mais vous avez aussi les contacts qui, plutôt que de se désabonner, mais pourtant le lien il est en haut, le lien il est en bas, enfin je veux dire, on respecte bien les bonnes pratiques là-dessus, l'abonné décide de boum, nous mettre en spam, et là, aïe, ça fait mal, parce que certains fournisseurs d'accès, là aussi, vont être très très sensibles sur le nombre de mises en spam, et derrière, il faut ramer pour récupérer une réputation qui nous permette de livrer correctement nos messages.
Donc un domaine très vaste, on pourrait en parler, on pourrait même faire un point dédié par rapport à ça. C'est vraiment pour nous ce pourquoi on existe aussi, hein, c'est quand même notre domaine d'intervention depuis 25 ans, c'est de faire en sorte que les clients qui nous font confiance, leur message arrive en boîte de réception, et c'est bien là l'idée. Donc là, il nous reste 5 minutes. Alors, je vais juste rapidement balayer d'autres cas où vous avez des cas clients ici, au-delà effectivement de Grand Palais RMN, sur de la gamification, sur de la gestion événementielle. On a quelques screenshots sur un dispositif d'alerte qu'on a développé avec la BNF, justement. Bien sûr, ce que j'évoquais, hein, l'éco-conception, l'inclusivité des messages, c'est pour nous important, et surtout aujourd'hui, quand on est une institution publique, il faut effectivement respecter ces grandes normes. Donc voilà, il y a quelques exemples. Voilà, on est en stand F7 à l'entrée. Si vous voulez discuter et prolonger ce moment-là, on sera ravis de vous accompagner. On a même du sucre rapide, hein, des bonbons si vous avez faim. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, si vous avez des questions, on peut y répondre sur les 5 minutes qu'il nous reste. Merci pour votre venue, hein, et merci Virginie pour ton aide. Si vous avez des questions ou pas. Merci. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Apparemment, on a été clair. On a été clair. Merci à vous. Bon appétit à vous. Voilà.